Souvenez-vous, je vais faire appel un petit peu à vos souvenirs. Souvenez-vous, il y a 15 ans, un individu dont le nom de code est Satoshi Nakamoto a révolutionné le monde. Vous vous en souvenez pas? J'en suis sûre. Si? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un algorithme qui a changé l'intégralité du secteur bancaire. Et là, en fait, c'est le Bitcoin. C'est la première fois qu'une monnaie est décentralisée et qu'elle est donc libre. Sur le papier, soyons clairs, c'était irréaliste et irréalisable. Et pourtant, il l'a fait. Et ça va au-delà de la monnaie. Ça parle de pouvoir, ça parle de contrôle. Et évidemment, ça parle de reprendre la liberté. Alors pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que finalement, cette révolution, elle avait en elle une promesse. La promesse d'une liberté retrouvée pour chacun d'entre nous. Alors malheureusement, en effet, cette révolution, elle a été cantonnée au secteur bancaire. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ça, c'est vrai que c'était un gros challenge. Mais elle est restée cantonnée au secteur bancaire. Et le reste de nos vies est aujourd'hui extrêmement centralisé. Vraiment. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, finalement, c'est est-ce que ce ne serait pas le moment de retrouver notre liberté, de reprendre le contrôle, aujourd'hui où les algorithmes dirigent nos vies. Je suis Alexandra Barberis et je suis avocate en droit du numérique. C'est super compliqué, non? Pas vraiment. Mais j'ai envie de vous emmener en voyage. Je vais vous emmener en voyage au cœur d'un système qui a été créé pour nous aider, alors qu'aujourd'hui, il nous met en danger. C'est dur, hein? Je vais vous raconter une histoire. Je suis sûre que vous l'avez déjà vécue. Je suis au téléphone avec une copine et on se raconte des trucs. Elle me dit, elle a un grand projet dans sa vie, elle veut faire un trekking en Alaska ou au Canada, enfin bon, bref, on s'en fout. Et donc, ouais, c'est un truc où il y a moins 0 degré, donc c'est bon. Et bon, elle m'explique, etc., son truc, et elle me dit, Alexandra, il faudrait quand même que tu viennes avec moi. Je dis, oh là, pas possible ça, c'est pas possible. Et la seule idée qui me vient, c'est, j'ai rien à me mettre. C'est vrai, à moins 0 degré, il faut quand même avoir des trucs, bon bref. Bon, et puis on en plaisante, etc., et puis on raccroche. Quelques heures plus tard, je suis en train de scroller sur mon téléphone, comme tout le monde, hein, pas de problème. Et là, évidemment, qu'est-ce que je vois? Une publicité, un contenu sponsorisé, qui me propose, quoi? Bien. Donc, une tenue tout à fait possible pour un trekking en Alaska, au Canada, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le prix, je me dis franchement, c'est une bonne affaire. Je ne pourrais pas le retrouver, le truc. Bon, je l'ai acheté. Mais ouais. Mais, j'ai pas pris les gants connectés. Bien ou pas? Il n'y avait pas ma taille. La couleur, en plus, était dégueulasse. Donc, c'était clair que je ne la prendrais pas. Voilà. Cette coïncidence-là, on est bien d'accord qu'en fait, plus personne n'y croit aujourd'hui. C'est hyper intrusif. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce que ça n'a pas de très lourdes conséquences. Finalement, bon, j'ai acheté ce truc, mais OK. Maintenant, imaginons autre chose. Si les informations qui nous sont communiquées, et si elles avaient de très lourdes conséquences, prenons un autre exemple. Il y a quelque temps de ceci, une info est sur nos tablettes. Paris est infesté de punaises de lit. Comment ça commence? Il y a une vidéo d'une punaise de lit dans le métro parisien. Et un très beau titre, Paris infesté, c'est une épidémie, enfin bon bref, horrible. La punaise de lit, elle est restée dans le métro. Pendant ce temps-là, la vidéo, elle a fait le tour du monde. En 48 heures, il y a eu 4 millions de visionnages. Moi, j'adorerais avoir ce genre de buzz sur mes réseaux, je vous le dis, franchement. Punaise de lit, les gars. D'accord? Quand même, quoi. Bon, les réseaux sociaux ont élu à l'unanimité Paris, capitale mondiale des nuisibles.
Des fans de foot, là, dans l'histoire? Non? Personne? OK. Non, mais c'est super important parce que finalement, 3 semaines après, en effet, on a vécu une psychose nationale. 3 semaines après, l'histoire était terminée, on n'en a plus entendu parler, sauf évidemment ce soir où je vous le rappelle. Vous le savez, la désinformation n'a pas besoin de la vérité pour prospérer ou pour proliférer. C'est ça la vraie problématique. Et quand on ajoute la force des algorithmes, eh bien, c'est ça. Les algorithmes, ils vont amplifier tous les contenus qui sont les plus choquants, les plus émotionnels. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qui capte notre attention. C'est pour ça qu'on va rester devant cette information. L'addition des deux, c'est une alliance toxique. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un s'est posé une question là? Comment on a fait pour en arriver là? Non, c'est lui qui la pose, mais c'est pas grave, moi je vous la pose. Comment on a fait pour en arriver là? Je vais repartir un petit peu dans l'histoire. 1928. Il y a un auteur qui s'appelle, il n'est pas que auteur, mais il s'appelle Edward, j'ai dit son nom 50 fois aujourd'hui, hein. Edward Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Il écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda, ou comment manipuler les foules, et comment manipuler l'opinion publique dans la démocratie. Ça commence bien, dès le titre, on est content. Hein. À l'époque, évidemment, ces outils sont assez rudimentaires. Des affiches, des slogans, des messages radiophoniques, la télévision n'ayant pas encore intégré tous les foyers, le journal, beaucoup le journal. Et il travaille pour un célèbre marchand de cigarettes, dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais il y a le mot chance à l'intérieur. Et donc cet annonceur lui dit: je veux absolument augmenter mon chiffre d'affaires. D'accord, j'ai une idée, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que les suffragettes défilent à New York. On va s'intégrer dans le défilé des suffragettes. Et en effet, il fait s'intégrer des mannequins. Et à un moment donné, dans le défilé, elles sortent toutes une cigarette et les journaux titrent « Les torches de la liberté ». Normal, c'est les torches à New York, bref, tout va bien. En un clin d'œil, le tabac, la cigarette, est passé d'un tabou social, parce que les femmes n'avaient pas le droit de fumer en public, d'un tabou social à un symbole de l'émancipation féminine. On est d'accord que ça n'a jamais été un symbole de l'émancipation féminine, hein, la cigarette. Hein, mais c'était un coup de maître, parce qu'il a intégré cet objet dans l'inconscient collectif. Le terrain de jeu a changé aujourd'hui. Ça, c'était une très très belle manipulation. C'était un vrai coup de maître. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. On ne manipule plus les foules tout entières. On va manipuler les individus les uns après les autres, un à un. On ne va plus placarder des affiches. Non, on va nous envoyer des messages sur notre téléphone, dans notre main. Et ces messages, ils vont être extrêmement bien construits pour répondre à nos envies, à nos craintes, à nos biais les plus profonds et puis peut-être aussi les plus inavouables. C'est ça aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où l'information est une arme. C'est une arme, c'est pas... Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de soldats. Aujourd'hui, ça n'est que des lignes de code, des millions de lignes de code. Et des clics, les nôtres. Que des clics, que les nôtres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous parler de ma mère. Elle est où, ma mère? Elle est par là. Ma mère. Elle est à la retraite. Et elle a une tablette. Et donc, elle lit le journal tous les matins sur sa tablette. Après, elle va sur son réseau social préféré. Vous voyez le truc bleu, là. Bref. Et elle clique. Elle lit des trucs, elle clique. Tout va bien, c'est normal, c'est OK, pas de problème. Mais en fait, en réalité, ce qu'elle ignore, c'est que tous ces clics, tous ces scrolls, tous ces moments de patience, tous ces moments où elle a lu quelque chose et les moments où elle ne l'a pas lu, les choses sur lesquelles elle est passée rapidement, ça, c'est intégré, c'est analysé, c'est interprété. Alors, imaginez maintenant que
on va lui donner des choses très faciles à regarder, en effet, des souvenirs éventuellement, et puis des vidéos de chiens très marrantes. Très bien. Mais envisageons maintenant que l'algorithme lui donne d'autres choses à regarder, des contenus d'informations déformés, ou alors peut-être elle serait peut-être visée par une campagne de fake news. On dit vérité alternative maintenant, mais bon, bref, c'est comme ça. Des contenus qui finalement vont tout simplement la cantonner en quelque sorte, la conforter dans ce qu'elle pense, ou alors au contraire, ça va attiser ses peurs, ou ça va l'indigner. Et donc, on est bien d'accord que ça s'appelle de la manipulation. Alors, elle n'est pas toute seule à l'avoir dit. Hein. Il y a un journaliste américain qui a fait exactement la même expérience. Il a fait un faux profil, et puis au début, il a liké des sujets extrêmement mainstream, des chats, des dessins, etc. Tout va bien. Et puis ensuite, il a choisi des articles avec un petit peu plus de parti pris. Et au bout de 48 heures, tout son fil d'actualité a été complètement renouvelé. Et il n'avait plus que des contenus, le même contenu, mais traités de façon de plus en plus radicale. Et donc, il s'est fait enfermer, en quelque sorte, dans cette vision du monde-là, celle qu'il avait évidemment choisie pour l'expérience. Le problème, c'est qu'il avait des amis sur son réseau. Et donc, eux-mêmes ont été touchés. Eux-mêmes il les a partagés, donc ils ont évidemment été lus. Et c'est comme ça que se produit la tache d'huile, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est prêt, vraiment, je vous le dis, hein, est-ce qu'on est prêt à abandonner notre libre arbitre, tout simplement pour rester un petit peu plus longtemps sur cet écran? Moi, non. Je ne suis pas prête. Mais c'est difficile, c'est vrai, mais il y a des solutions. On peut reprendre le contrôle. Parce que ce n'est pas parce que les algorithmes savent beaucoup de choses sur nous qu'ils savent tout. Ce n'est pas parce que les algorithmes nous montrent une direction qu'on est obligé de la suivre. Et ça n'est pas parce que les algorithmes nous influencent que nous sommes impuissants. Il y a une solution. Il faut juste aller la voir. Spinoza. Je vous parle de Spinoza. C'est un auteur du XVIIe siècle, je l'admire. Lui, il a dit, le libre arbitre, ça n'existe pas. Donc vous êtes en train de me dire que je fais appel à un auteur qui m'explique que le libre arbitre, ça n'existe pas. C'est vrai. Il dit que c'est une illusion, que nous l'avons créée pour nous rassurer. D'accord. Mais il ne dit pas que la liberté, ça n'existe pas, au contraire même. Il dit que la liberté, elle ne se trouve pas dans l'indépendance totale. Elle se trouve dans la compréhension des causes qui nous influencent. Ce qui veut donc dire que nous sommes influencés, c'est vrai. Nous sommes déterminés, nos actions sont déterminées. Nous sommes le produit d'un enchaînement de causes et d'effets qui nous ont fait arriver ici, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut les comprendre. Comprendre les causes, donc comprendre les algorithmes, c'est déjà commencer à les maîtriser. Le libre arbitre, ça n'est pas inné. On ne naît pas avec un stock de libre arbitre déjà tout prêt. C'est dommage d'ailleurs, parce que ce serait... Hop là, chaussette, tac. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le construire, il faut l'entraîner, il faut lui apprendre, il faut s'apprendre, il faut se comprendre ça. Il y a des solutions très simples, il faut le faire. Il faut s'éduquer, nous éduquer. Il faut se poser des questions, se questionner pourquoi ces publicités sont-elles ici ? Il faut aller chercher les paramètres de confidentialité dans nos outils, choisir un moteur de recherche qui soit moins vorace en matière de données personnelles. Pourquoi tout simplement on ne clique pas non sur le bandeau cookie ? Je sais que vous ne cliquez pas non sur le bandeau cookie, il n'y a que moi qui le fais. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui. Voilà, je le sais. Je vous dis tous de cliquer non, vous refusez. Enfin bon, bref, passons. Exigez la transparence. Soutenez toutes les actions que vous pourrez trouver réglementaires ou sociales qui questionnent les entreprises sur qu'est-ce qu'elles font de nos données et qu'est-ce qu'elles font évidemment des algorithmes. Et comment elles les utilisent. C'est ça, c'est pas très compliqué. C'est reprendre le pouvoir, c'est reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle, ça se fait pas. C'est pas de tout casser, c'est pas de tout comprendre non plus, c'est pas de tout abandonner. C'est juste pas à pas de se re-questionner. Ce soir, quand vous allez rentrer, questionnez-vous sur la dernière chose que vous avez achetée. Est-ce que c'était moi est-ce que j'en avais besoin ? Le speaker tout à l'heure, il a dit exactement la même chose, hein, je vous le dis quand même. Est-ce que j'en avais vraiment besoin ? Ou bien est-ce que j'ai été influencée ? C'est OK, il faut juste le savoir. Il faut juste en avoir conscience.
Cette prise de conscience-là, c'est le début de la vérité, c'est le début de la récupération du contrôle. On n'est pas obligé d'être les marionnettes de nos algorithmes. On peut retrouver notre liberté et être maître de nos décisions. Reprendre le contrôle, c'est justement ça, c'est commencer à réfléchir par soi-même. Parce que la liberté, ça n'est pas la faute ni la cause des algorithmes, ils ne sont pas là pour ça. Parce que la liberté, elle dépend de nous. Elle commence ici et elle commence maintenant. Merci.